David Ries, bonjour et bienvenue dans B2B. Bonjour Frédéric, merci. Vous êtes le directeur de Point Prod. Point Prod, c'est une des plus importantes sociétés romandes de production de contenu audiovisuel. Une entreprise que vous avez, je crois, cofondée il y a une trentaine d'années avant de lui faire une petite infidélité. Si j'évoque le nom des séries télé Quartier des banques ou plus récemment Winter Palace, diffusée sur Netflix, coproduite en partie avec le soutien de la plateforme américaine. Ça parle, je pense, à beaucoup de personnes qui nous regardent. Nous vous recevons non pas parce que ça fait 30 ans que vous avez créé Point Prod, mais parce qu'une votation importante se profile. Il s'agit de l'initiative 200 francs, ça suffit, sur laquelle le peuple votera le 8 mars. La redevance radio-télé, c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que ce sera 200 ou bien 300 francs? C'est le contre-projet du Conseil fédéral. Au lieu des 335 actuellement, on verra le résultat le 8 mars. Mais avant d'en parler, on va faire plus ample connaissance avec notre invité. C'est la partie portrait. David Ries, on va se plonger un peu dans vos souvenirs. Quand vous avez failli devenir avocat, vous avez fait les études, vous avez fait le stage, et pourtant vous n'avez pas suivi cette voie, c'était une voie familiale. Votre père était lui-même avocat, votre mère juriste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme toujours, la passion l'a emporté, la passion effectivement pour notre métier de l'image, pour notre métier de raconteur d'histoire et de passeur. Mais l'hésitation a été réelle. Parce que quand même, étudier le droit, faire le stage, ça demande déjà un engagement important. Oui, parce que j'ai adoré mes études de droit. Et j'ai beaucoup aimé le passage par l'étude de François Canonica à l'époque, 2 années intenses à comprendre la machine judiciaire de l'intérieur, et notamment au contact d'une réalité sociale qu'on méconnaît, d'aller notamment visiter les détenus toutes les semaines, d'aller au contact, oui, de cette réalité. Ça m'a véritablement passionné et ça m'habite encore aujourd'hui. Je dois dire, ce passage par le barreau continue à être un élément important. Il y a comme un regret alors? Non, ce n'est pas un regret, c'est plutôt une inspiration. C'est-à-dire de jamais oublier dans les quotidiens que nous avons qu'il y a des gens qui vivent des situations extrêmes au contact parfois de la justice, d'essayer d'aller comprendre les réalités qui se cachent derrière le récit journalistique, parfois d'aller comprendre au fond la réalité d'un humain qui a pu passer par la justice tout simplement. C'est encore aujourd'hui un réel intérêt et je termine par là. Dans certains documentaires que je produis, j'aime bien aujourd'hui traiter la question judiciaire. Est-ce que votre père vous avait demandé de rejoindre son étude ? Non, papa était très ouvert sur cette question. Ce qui était important pour lui, et il avait raison, c'était de se dire que c'était précieux d'avoir un métier. Et c'est vrai que je conseille aux jeunes journalistes qui veulent faire ce métier aujourd'hui, puisqu'après je suis devenu journaliste, c'était de commencer par une activité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une rédaction, au fond, de pouvoir venir avec un bagage, avec la connaissance d'un milieu, c'est une valeur ajoutée. C'est plus utile que d'étudier le journalisme ? Je pense qu'il y a d'excellents journalistes qui ont étudié le journalisme, mais de venir encore une fois avec un bagage, de venir vraiment avec une connaissance académique sur un sujet, permet d'être pointu dans son métier de journaliste, à mon avis. Le droit, ça vous a quand même tenu longtemps, parce que j'ai aussi lu dans des différentes biographies que vous avez été membre du comité pour une nouvelle constitution à Genève, qui a été adoptée au début des années 2010. Elle est maintenant mise en œuvre. Il y avait cette envie de vous occuper de la chose publique aussi qui vous a titillé pendant longtemps ? Oui, moi ça m'a toujours beaucoup intéressé. Le jour où j'ai compris, grâce à mes études de droit, au fond la mécanique du système dans lequel on vit, ça m'a donné envie régulièrement de m'en emparer d'une manière ou d'une autre. Et encore aujourd'hui, je suis assez engagé sur des questions collectives liées aux médias, par exemple, puisque en tant que producteur indépendant, on est vraiment dans un contexte qui nous occupe et nous préoccupe parfois, comme ce dont on va discuter aujourd'hui. Faire de la politique, ça pourrait encore se produire dans votre carrière ? J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Je trouve qu'il faut beaucoup de patience et de temps passé, au fond, dans le système helvétique, à négocier entre forces politiques. Aujourd'hui, le travail d'entrepreneur qui est le mien me laisse peu d'espace pour ça. Honnêtement, je ne sais pas si aujourd'hui... Il faudrait choisir, c'est ça que vous voulez dire ? On ne pourrait pas être... Ce qui manque un peu d'entrepreneurs à Berne, hein. C'est une des critiques qui est faite. On a un Parlement toujours plus professionnel. Le Grand Conseil genevois est un peu aussi victime de cela. Force est de constater que ça demande un engagement de tous les temps. Les politiciennes et les politiciens le disent. Hein, c'est aujourd'hui une pression à la fois de la chose publique et à la fois une pression médiatique. Honnêtement, ceux qui
qui prétendent avoir une activité entrepreneuriale à côté, je pense que c'est plus une activité de représentation ou de façade pour leur activité que réellement une activité. Quand on sait le travail qu'il faut par ailleurs en tant qu'entrepreneur, je pense que cumuler les deux, c'est une gageure et certains le font, chapeau à eux. Vous avez fait un petit écart dans votre carrière, on l'appelait à l'époque la TSR, c'était pas encore les RTS, ça voulait dire à peu près la même chose, mais pas dans le même ordre. Vous avez même été devant la caméra à présenter le téléjournal. On dit des fois qu'on devient accro à être dans la lumière. Vous avez quand même préféré l'ombre. Bon, c'était il y a longtemps, en 2005, vous êtes parti. Qu'est-ce qui vous avait vraiment quand même motivé pour quitter ce plateau, cette grande organisation, pour aller prendre autant de risques dans l'entrepreneuriat ? C'est vrai que j'ai aussi un souvenir, autant le souvenir du passage par le barreau que le passage par le téléjournal sont des souvenirs très intenses et uniques, d'être au cœur de l'actualité, de la présenter, d'être parfois on était dans l'époque où on découvrait tout ce qui était breaking news, etc. Il est vrai que je me suis dit à ce moment-là que justement il fallait peut-être partir avant de devenir accro et que je ne pourrais pas passer 30 ans de carrière sur le même fauteuil. Dans un contexte quand même de la Suisse romande qui a sa taille. Au fond, il n'y a pas de 12 crèmeries pour faire ce travail en Suisse romande. Et alors que j'étais encore sans enfant, dans une relative capacité à prendre des risques, j'ai trouvé important de le faire. C'était aussi important de redevenir un peu votre propre patron ? Je pense aussi que j'ai ça en moi, de vouloir pouvoir me dire qu'un matin, un projet, une idée, une ambition puisse se réaliser par la force de mon travail ou de ma capacité de convaincre des partenaires. J'avais envie de tester ça. Et d'où vient cette ambition entrepreneuriale ou cette fibre peut-être libérale également en vous ? Il faut aller chercher où pour en découvrir la source ? C'est une très bonne question. Je pense que un entrepreneur a en lui des rêves de gosse, des envies d'aller réaliser concrètement des châteaux de sable, d'aller se battre pour, et peut-être le fait de savoir pourquoi on se bat, c'est aussi une capacité de se mettre en mouvement pour ça. Le faire pour le compte d'une idée à laquelle on croit, tout simplement, et de pouvoir la réaliser du début à la fin. C'est un pari qu'on se donne et qui est vraiment un moteur pour l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était une des raisons pour lesquelles vous êtes tant investi dans Winter Palace ? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était une vraie aventure entrepreneuriale. Tenter de relancer un hôtel qui avait fermé dans les montagnes avec plein de difficultés. Ça vous intéressait, cette dimension-là de la série ? Absolument. Et je partage ça avec mes associés qui ont mis aussi toute leur force dans cette aventure-là. Et c'était au fond une mise en abîme parce que d'un côté, il y avait le projet de série qui consistait à financer une série en costume ambitieuse, en mettant en œuvre beaucoup de moyens en Suisse et donc notre capacité d'aller chercher des acteurs internationaux comme finalement Netflix. Et à la fois, c'était une mise en abîme parce que nous racontions dans la série le travail d'un entrepreneur visionnaire en Suisse au 19e siècle qui allait se lancer dans l'hôtellerie de montagne en plein hiver. Donc, en fait, on a eu tout le long, pendant cette longue aventure où il a fallu fédérer des équipes, financer le projet, l'amener à bon port, traverser les difficultés, parfois les climatiques même, parce qu'on a tourné en pleine neige dans des décors réels. Et oui, c'était en soi une aventure entrepreneuriale. Alors, de la mise en abîme à passer de l'autre côté du miroir, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour comprendre comment fonctionne Point Prod. C'est la partie entreprise. Point Prod Actua, ça c'est le nom du groupe de production de visuels genevois que vous avez commencé à fonder en 1996 avec Vincent Gonnet. Vous y êtes retourné en 2005 après cette escapade à la TSR qu'on évoquait précédemment. La société a bien grandi depuis. Elle a notamment fusionné avec Actua. Actua, c'était une des plus anciennes sociétés de fourniture de services audiovisuels à Genève. On parle aujourd'hui d'un groupe qui comprend d'autres activités. On ne va pas forcément toutes les citer, mais on peut notamment donner l'agence digitale Idéative, parce qu'on avait reçu dans B2B son directeur associé, Fabrice Léger, c'était il y a environ 2 ans. Donc vous, David Ritz, vous êtes administrateur de ce groupe et vous dirigez l'une de ces unités, Point Prod. Elle produit des films, des documentaires, des séries. Et dernièrement, on l'a évoqué tout à l'heure, Winter Palace. Le chiffre d'affaires du groupe, vous l'avez expliqué en préparant l'émission, c'est 30 à 40 millions de francs. C'est une centaine de collaborateurs, une grande diversité. Et donc, comment s'insère, quel poids pèse finalement Point Prod dans ce groupe ?
Alors, il y a les deux dimensions. Il y a le côté canal historique, ça veut dire que nous partageons effectivement avec Vincent Gonnet, Jean-Marc Frelet, cette production de contenu, cette envie d'aller raconter des histoires, de passer les histoires au public, que ce soit en fiction, en documentaire, en magazine télé, en streaming désormais. Et puis, il y a la partie digitale qui a pris une belle importance depuis 2008, où nous ont rejoint Christophe Miville et Fabrice Léger, qui sont nos deux associés aujourd'hui, en charge de toute cette production, du web, des applications. Et on a remarqué très rapidement qu'au fond, il y avait un monde transversal entre les deux. C'est que beaucoup d'acteurs, d'actrices, de clients, on est dans une émission qui s'appelle B2B. Dans le B2B, aujourd'hui, les gens ont besoin d'un one-stop shop, comme on appelle. Donc le groupe Point Prod Actua offre une solution à la fois de raconteur d'histoire, comme on peut le faire quand on fait Point Prod traditionnellement, et à la fois une passerelle vers des outils digitaux quand il s'agit de faire de la communication, de l'événementiel ou de la communication digitale. Ça veut dire que vos clients principaux aujourd'hui, c'est le grand public, comme pour Winter Palace, ou bien des entreprises qui vont, elles, chercher un outil de production pour leur propre contenu audiovisuel? Alors c'est les deux, c'est justement les deux, c'est-à-dire que d'un côté il y a le savoir-faire d'aller adresser nos histoires au public, de pouvoir les prendre en main dans une activité comme celle de Point Prod dont on peut parler, et puis il y a effectivement ce service au business, ça veut dire à nos collègues, à nos partenaires, où on met à disposition ce savoir-faire de raconteur d'histoire. Ça peut aussi être dans le domaine de l'événementiel, tout d'un coup mettre en scène un événement, une cérémonie, la retransmettre. Tout ce travail, au fond, d'enfant de la télé qui est le nôtre, on a appris à le mettre au service des entreprises. Qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est de produire une série télé ou bien un événement pour une entreprise privée? C'est difficilement comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés sont en train de se durcir dans le domaine de la production de contenu, avec des financements, notamment publics, on en parlera, qui se durcissent. Le monde du digital est un monde extrêmement ouvert, mais avec des volumes moindres. Ça veut dire qu'on travaille sur des beaucoup plus petits volumes, mais en espérant les multiplier. Point Prod, c'est combien d'employés? Alors, comme vous l'avez dit, donc le groupe Point Prod, c'est une centaine d'employés, mais Point Production, oui. producteur de contenu, alors ça, c'est une entité avec une douzaine d'employés. Ça veut dire à taille humaine, avec un bureau qui se charge de la fiction, un bureau qui se charge des documentaires et un bureau en charge du flux, du streaming et des magazines. Et le chiffre d'affaires par année, c'est... Alors ça dépend beaucoup justement de la réalisation ou non, par exemple de séries de fiction qui prennent tout d'un coup une part très importante dans le chiffre d'affaires, mais vous le savez, dans l'entrepreneuriat, le chiffre d'affaires ne signifie pas pour autant le revenu, la marge et le bénéfice net, mais on peut avoir entre 4 et 8 millions de chiffre d'affaires selon les années. Dans les années où il y a une série, c'est forcément plus d'argent en termes de chiffre d'affaires, encore une fois. Je crois que vous préparez la saison 3 de Quartier des Banques. C'est en ce moment que ça se produit? Ça se mijote exactement en ce moment. On est en train d'attendre les derniers financements, derniers partenariats. C'est ça qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que entre l'idée d'une série, son écriture et l'aboutissement, ça veut dire la mise en production, il peut se passer parfois 2 ans, 3 ans. Winter Palace a été 6 ans d'attente, le temps de peaufiner les scénarios, d'aller convaincre les financeurs. Ça, c'est un élément vraiment central du modèle d'affaires. C'est que en fait, produire, réaliser l'idée, ça peut se faire que si on sait finalement comment la financer, comment la distribuer aussi. Absolument. Nous n'existons pas si on n'est pas capable de passer de l'idée à son financement et de son financement à sa mise en production. Ça veut dire il y a 3 types de connaissances. Il y a une connaissance, une intuition sur une idée, accompagner une écriture. Puis après, il y a une connaissance sur ceux ou celles qui peuvent financer cette idée. Mais il faut quand même avoir déjà écrit avant de la financer ou... En grande partie, ça c'est notre part de risque. On développe à risque. On a des outils de développement, on en parlera tout à l'heure, qui pour certains reposent sur certains financements publics, qui nous aident bien. Et puis ensuite, être capable d'aller trouver les acteurs qui sont capables de la financer, cette idée. Et c'est notre connaissance, cette fois-ci, d'un marché en Suisse et à l'étranger. Puis après, il y a notre connaissance de l'infrastructure opérationnelle. Ça veut dire quand on lance Winter Palace avec 300 personnes qui sont sur le terrain. La logistique qu'il faut connaître. Donc il y a ces 3 niveaux. Et quand on me demande, mais ça sert à quoi un producteur, je raconte, c'est ces 3 étapes-là. C'est le chef d'orchestre qui va mettre les bonnes personnes en place pour que ça soit réalisé. C'est ça. Les bonnes personnes, c'est important d'avoir un bureau à Paris. J'ai vu que vous aviez une présence aussi française. Oui, on a une équipe à Paris, plutôt dans la prestation de services, Actua News, Actua Sport, Actua qui met à disposition nos services audiovisuels. C'est Actua qui est à Paris. Actua qui est à Paris. Ouais.
Le financement de ces séries, on voit bien qu'il y a différents acteurs, on va en reparler dans un instant, public et privé. On entend aussi beaucoup parler du développement du placement de produits. Est-ce que ça devient vraiment une source, un nouveau type de source de revenus notamment pour les séries télé, par exemple? C'est un vrai sujet, c'est un plus, mais ce n'est pas un socle de financement. Pas c'est encore, clairement. ça pourrait le devenir. Je serais curieux de savoir dans quelles échelles. On a des grandes marques qui s'affichent horlogères, de voitures. Hein. Je pense que dans les financements d'un James Bond qui se chiffre en dizaines de millions, je serais curieux de savoir quels sont les contrats avec les marques en question, mais on est sur quelques centaines de milliers de francs ou quelques millions sur 50 ou 100 millions d'un budget de blockbuster. Donc on reste quand même sur ça fait beaucoup fantasmer les gens. Mm-hmm. Et c'est clair que pour un producteur, vraiment, on en est là, hein, chaque centime compte. Quand vous arrivez à la fin du développement d'un budget de 5 millions pour Quartier des Banques, par exemple, vous êtes vraiment en train de compter chaque dizaine de milliers de francs pour savoir si vous, le producteur, vous serez payé à la fin. Et à ce titre-là, d'avoir tout d'un coup une marque qui, effectivement, vous permet tout d'un coup de mettre quelques milliers ou quelques... Alors, effectivement, ça finit par faire la différence. Mais ce n'est pas ça qui porte le projet. La saison 3, Quartier des Banques, on peut l'espérer dans combien de temps ? Tournage, Inch'Allah, dès cette fin d'année, diffusion 2027. 2027. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, le financement en partie public est là, il semble indispensable. Ce sera une des dimensions de la votation du 8 mars. Ce n'est pas simplement de savoir si la RTS continuera de produire un téléjournal, les activités sportives, mais aussi le financement ou la coproduction de contenu. Il me semble que c'est à peu près 34 millions de francs qui sont dépensés engagés par la SSR pour une activité comme la vôtre, en partie. Sur ces 34 millions de francs, est-ce qu'on peut dire Point Prod reçoit quel montant ? Alors, je tiens à dire, ce n'est pas 34 millions pour nous, c'est 34 millions pour toute la Suisse. Tout le monde, justement. Vous combien recevez-vous ? Pour toute la Suisse, en 3 langues, pour faire des fictions, des documentaires, des séries, des films de cinéma, des courts-métrages, des films d'animation. Donc vous, il y a de la fiction, à la fin sur une série, toutes les X années, il y a peut-être 3 ou 4 millions, donc il y a un petit 10% de ce budget tous les 3-4 années. Voilà. Je dis ça vraiment comme ça, très. Ça veut dire pour vous le financement public qui représente donc une part quand même marginale de vos ressources pour produire les contenus que vous faites, hein. C'est une part qui est importante dans la mesure où c'est le socle qui permet d'aller chercher le reste des financements. Le socle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la base, le levier. Aujourd'hui, par exemple, Winter Palace, par exemple, l'idée a été développée avec des fonds d'écriture, notamment de la SSR. La SSR a pu s'engager pour une bonne moitié du budget de la série, ce qui a permis d'aller chercher Netflix. S'il n'y avait pas eu le budget de la SSR, Netflix n'aurait jamais pu compléter le budget, donc ne serait jamais venu. Netflix ne contraint pas Netflix à engager pourtant quelques montants que la SSR s'engage ou pas ? La Lex Netflix ne permet pas à elle seule de couvrir les types de montants dont on parle. Vous avez parlé de 34 millions, effectivement, c'est le pacte de l'audiovisuel, c'est ce que la SSR investit. En réalité, elle investit aussi une quinzaine de millions en plus des 35, donc en tout, il y a à peu près une cinquantaine de millions de francs dans tout l'audiovisuel de tout le pays, hein, je rappelle, pour toute la production audiovisuelle indépendante. Et la Lex Netflix, les estimations sont entre 15 et 20 millions par an, dans le meilleur des cas, de réinvestissement de la part des plateformes. Donc, comme vous voyez, on n'est pas encore dans cette échelle-là. Les initiants de cette initiative de 100 francs, ça suffit, disent mais il faut aller chercher de l'argent auprès de fondations, auprès de mécènes, pourquoi pas du crowdfunding ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Malheureusement, on n'est pas dans une économie suffisamment importante auprès de ces sources de financement. Évidemment que nous diversifions nos sources de financement. Nous travaillons sur des partenariats publics-privés. On va chercher des diffuseurs dynamiques à l'international. Mais encore une fois, les socles de financement pour faire exister même l'activité en Suisse ne seraient pas suffisants. C'est-à-dire que, je répète, aujourd'hui, vous avez parlé, on ne va pas faire trop de chiffres pour les gens, mais on parle de 50 millions de la SSR. S'ajoutent 2 autres piliers, c'est l'Office fédéral de la culture et les fondations régionales. En tout, ça fait 125 millions distribués dans tout le pays, pour faire tous les genres, en 3 langues, chaque année. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce socle-là que se disputent âprement les 3 régions, tous les genres, etc., qui font qu'il y a à l'année des gens qui travaillent dans l'audiovisuel dans ce pays. Si demain, on coupe l'un des piliers de cela, ça veut dire que toute cette activité ne peut plus survivre dans le pays. Et
quand bien même je voudrais générer un Winter Palace, je n'aurais pas à disposition les métiers, c'est-à-dire les décorateurs, les costumiers, les chefs-op, ceux qui font l'image, etc. Tous ces métiers-là existent à l'année parce qu'il y a ce socle. Et je ne peux pas, demain, espérer soulever un projet comme Winter Palace si je n'ai pas ce socle qui existe. Alors, la SS, supposons qu'on parlera aussi du contre-projet du Conseil fédéral, mais si ce projet 200 francs est accepté, la SSR devra faire des choix. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle coupera forcément dans le soutien, ou la coproduction plutôt que le soutien, la coproduction de séries avec des sociétés privées comme la vôtre? Ça, c'est une question qu'il faut leur poser, honnêtement. Ce qu'on entend beaucoup dire, c'est qu'il y aurait un resserrement autour de l'information, pure et dure, avec sans doute une information produite plus en Suisse alémanique que en Suisse romande et dans les régions. Donc ça veut dire que... et cette information en 3 langues, d'après la compréhension du modèle économique de la SSR en elle-même, coûte la moitié du budget actuel. Or, avec l'initiative à 200 francs, on serait à la moitié du budget. Donc je ne sais pas comment l'équation pourrait être résolue. Et les politiciennes et politiciens qui plaident pour cette initiative ne nous ont pas donné la réponse de savoir ce que l'on fait de tout cet écosystème. Parce que finalement, ce qui risque d'arriver, c'est que la SSR se recentrera sur l'information, ce que font par ailleurs les privés. Il y a déjà des médias, il y a déjà du flux, il y a déjà de l'info. Par contre, tout le secteur audiovisuel, culturel dont on parle, les privés ne pourraient pas prendre ce relais-là. Aujourd'hui, je ne vois pas un seul média privé investir 5 millions dans une série de fiction ou dans un film ou dans une activité documentaire au long cours pour raconter la réalité de notre pays. C'est la taille du pays qui va faire qu'on ne peut pas aller chercher un financement en France ou en Allemagne pour la Suisse alémanique. Ça ne pourrait pas fonctionner? Ça fonctionne. On fait des coproductions au niveau national et au niveau international. Quasiment tous nos projets en Suisse romande, on est obligé, reposent sur ce type de partenariat. Mais encore une fois, si je n'ai pas mon socle de financement helvétique, je n'intéresse pas mes partenaires. Moi, j'ai produit par exemple une série sur le temple solaire. 25 ans après, on revient sur l'affaire du temple solaire, ça s'appelle La Fraternité, c'est coproduit par la SSR et par Canal+. Canal+, la première question qu'il me pose, c'est avec quoi vous venez? Ok, votre idée, elle est super. Votre réalisateur, il a trouvé une belle manière de faire revenir les témoins de l'époque, raconter cette histoire, refilmer la Genève des années 70, cette ambiance comme ça. Je rappelle que c'était, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était d'une secte, c'est ça, toute proche de Genève, avec un chef d'orchestre international très célèbre, et puis ils sont embarqués dans un délire qui va les amener à une sorte de suicide collectif au bout d'un moment. Et là, on essaie de redécrypter cette histoire. Et je pense que c'est la force de raconter les histoires de notre pays, 25 ans après, pour des gens que ça concerne. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être tentés par ce genre d'aventure. Voilà, raconter, mais de manière, c'est-à-dire après coup, en essayant de se remettre vraiment dans la peau des personnages. Quand je présente cette idée, Canal+ dit « formidable », mais qu'est-ce que vous me proposez en termes de financement? Parce que Canal+ me dit « je ne vais pas le financer tout seul, votre projet ». C'est parce que c'est trop suisse? Parce que c'est... Même s'il y a des Français impliqués. Oui, et puis parce qu'ils ont leur propre sujet en France, parce qu'ils ont leur propre société de production en France. Ils n'ont pas de raison de travailler avec Point Prod Genève, alors qu'ils ont déjà d'autres producteurs qui vont travailler. Voilà. Et donc, mon argument à ce moment-là, c'est de dire, OK, alors j'ai du côté de la SSR voilà, une bonne partie du financement, et du coup, je vous propose de financer... voilà. Donc, pour vous dire, les coproductions, nous y travaillons tout le temps. La moitié de nos projets sont en coproduction, si ce n'est plus. Mais si je ne peux pas arriver avec dans mon panier de la ménagère, dans mon bac de la mariée, si j'ai rien à amener, je ne me marie pas avec mes partenaires. Il faut de l'argent des contribuables, on vous entend, mais cet argent pourrait aussi être de simplement 300 francs par an, c'est le contre-projet du Conseil fédéral. Là, vous pensez que c'est beaucoup plus digérable comme conséquence? Honnêtement, on entend parler des mesures très très importantes et assez lourdes que la SSR est en train de faire pour essayer d'atteindre cet objectif des 300 francs, aussi en raison du renchérissement et des difficultés aujourd'hui de coûts de production. La SSR est déjà dans une réforme profonde, j'espère qu'elle y arrivera avec les 300 francs proposés par le Conseil fédéral. Et nous, je répète, on regarde passer un petit peu ce jeu politique entre la SSR et les partis politiques, etc. Mais il y a un écosystème, on est évalué à peu près à 4000 emplois plein temps qui vivent dans l'écosystème autour de la SSR et qui espèrent en effet ne pas être les premiers à payer les pots cassés de cette période de restriction.
Dernier commentaire sur cette initiative. Est-ce que dans le fond, on ne manque pas le vrai débat qui est quelle est la mission de la SSR? On parle du budget et donc indirectement, on voit qu'elle devra faire des choix. Mais est-ce que c'est le rôle de la SSR de financer cet écosystème ou pas? Ça aurait pu être la question posée, au-delà de simplement le montant qui pourrait être déterminé autrement. En tout cas, c'est précieux ce débat donne l'occasion de se rappeler ce que ça veut dire un service public audiovisuel. Et on voit qu'aujourd'hui, les services publics audiovisuels, tels qu'ils sont attaqués par des forces populistes dans de nombreux pays, ne visent qu'à une chose, c'est asseoir le pouvoir, au fond, de certaines puissances super riches sur la base, au fond, de pseudo-valeurs. On n'a pas de contre-pouvoir en Suisse, tout de même. On n'est pas dans la même situation que dans d'autres pays. pays. On a le même type de pression indirecte qui s'exerce sur la liberté et sur la diversité d'expression. Je pense que la Suisse est... au fond, son service public audiovisuel n'est pas si différent de ce qu'on voit. En France, la capacité audiovisuelle est aussi à la mesure de l'input politique. C'est aussi un choix en France d'avoir un Canal+ qui finance la moitié du cinéma français. Ça a été un choix à la naissance d'Hollywood. À la sortie de la guerre, le pouvoir politique américain a dit on va investir de l'argent dans le plan Marshall pour faire du cinéma américain. Et pourquoi? Parce que d'une part, ça raconte l'histoire de son pays et ça permet de le diffuser internationalement. D'où l'incroyable succès d'Hollywood. Et les États-Unis se sont assis dans l'imaginaire des gens grâce. Un soft power. Donc il y a partout, au fond, une volonté politique qui accompagne le soutien à l'audiovisuel. Ce n'est pas juste une vision, disons conservatrice d'un certain type audiovisuel de droite ou de gauche. C'est une volonté, au fond, de subvenir à cette capacité de raconter nos histoires. On verra le résultat le 8 mars. Merci beaucoup, David Ries, d'être venu en parler dans B2B. On a presque fini avec vous, mais on va passer enfin au questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? L'impatience. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Un pas après l'autre. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? La patience.